On va donc pouvoir passer à la partie sur les outils d'aide à la décision pour la gestion forestière en contexte de changement climatique. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un outil d'aide à la décision? Donc on dira souvent OAD. C'est un développement technique à la main d'un décideur qui l'utilise pour raisonner sa décision en prenant en compte les effets du changement climatique avérés ou projetés. Donc ça, c'est la définition, du RTM à force. Et par exemple, les modèles des groupes précédents sont considérés comme des OAD. Pendant cette présentation, donc on va s'intéresser à 4 questions. Donc notre première question concernait, quels OAD nous intéressent et à quelles questions répondent-ils? Donc faire un panorama des OAD. Ensuite, on s'est attelé à développer une méthode, enfin à regrouper les OAD et afin de les comparer. Ensuite, on a réalisé la comparaison. Donc, on a regardé au sein de chaque groupe d'OED comparables, quelles similitudes et quelles différences et pourquoi, enfin, qu'est-ce qui explique ces similitudes et différences? Et la quatrième question, c'était d'articuler, les sorties de ces OAD pour orienter un choix d'essence. Donc la première question qu'on s'est posée, c'était donc quels OAD nous intéressent. Donc pour ça, on a fait une sélection des OAD existants. Enfin, à partir des OAD existants, on en a sélectionné quelques-uns. Donc parmi ces OAD, ici vous avez tous les logos des OAD qu'on a utilisés, qu'on a étudiés. Donc parmi ceux-là, il y en a qui sont utilisés par nos commanditaires, par vous. Il y en a qui sont développés par les autres groupes, il y en a qui sont développés par l'UMR Silva, et il y en a qui sont issus de nos recherches, de notre bibliographie qu'on a trouvé pertinent d'étudier ici. Donc avec cette sélection-là, ce qu'on a fait, c'est un petit tableau Excel dans lequel on a répertorié tous les objectifs et les principes de fonctionnement des OAD. On a également répertorié leur type d'entrée et de sortie, quelques détails sur leur fonctionnement et les facteurs qu'ils prennent en compte. Et enfin, quels avantages et quelles limites nous on a pu identifier pour ces OAD-là. Donc ça, c'est un tableau qu'on vous transmettra. Ensuite, donc une fois qu'on avait tous ces OAD-là, on s'est dit qu'il fallait qu'on structure notre réflexion parce qu'on en avait beaucoup. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on les a regroupés par famille d'OAD. Nous, ce qu'on a défini comme une famille d'OAD, c'est des OAD qui ont en entrée le même type de données. Donc les 5 familles qu'on a répertoriées, les voici. À savoir que certains OAD apparaissent dans 2 familles différentes ou plus parce qu'ils ont différentes réponses qui sont calculées avec des types de données d'entrée différentes. La première famille, c'est des OAD qui sont basés uniquement sur des paramètres climatiques. La deuxième, c'est des OAD qui sont basés sur des paramètres stationnels. La troisième, des OAD basés sur des modèles de distribution d'essence. Ensuite, des OAD basés sur l'état sanitaire du peuplement. Et la dernière famille, c'est des OAD qui sont basés sur des processus physiologiques de l'arbre. Donc, il y a certains OAD qu'on n'a malheureusement pas pu tester et comparer pour différentes raisons. Donc, on a un peu répertorié ces raisons ici. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais après cette sélection-là, on a donc tous ces OAD-là qui restaient. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est demandé lesquels avaient des sorties qui étaient comparables et quelles comparaisons étaient les plus pertinentes. Donc, à partir de ça, on a fait 6 groupes de comparaison. Donc, on va vous présenter les résultats de ces comparaisons dans la suite de cet oral. Donc le but de ces comparaisons, c'est de repérer quelles sont les similitudes et les différences au sein d'un groupe d'OAD comparables et ensuite d'essayer d'expliquer donc ces similitudes et ces différences. Et donc je vais passer la parole à Brieux qui va vous présenter le premier groupe de comparaison, les OAD de projection climatique. Merci Sarah. Donc moi je vais me concentrer sur les 3 premières bases de données climatiques, en sachant qu'en fait les données de Shelsa seront intégrées, enfin c'est les données qui sont intégrées dans Digitalis. Donc en fait ce que fait la base Digitalis, c'est qu'elle reprend les anomalies de Shelsa et qu'elle les injecte enfin, dans la base de données Digitalis en les injectant sur les données qui étaient déjà présentes. Ça permet de limiter les biais pour pas rajouter 2 biais de base de données différents et d'avoir seulement les anomalies. Donc la comparaison que je vais effectuer, c'est sur les projections futures, parce que c'est ce qui nous intéresse ici à l'échelle du parc pour regarder le changement climatique, sur le scénario avec un forçage radiatif de 8,5, qui du coup en fait
En fait, sur Dryas, c'est encore les RCP qui sont utilisés comme scénario, alors que dans la base digitaliste, c'est déjà les scénarios socio-économiques. Donc, en fait, c'est deux scénarios qui sont comparables, mais pas exactement identiques parce que c'est pas les mêmes sources de scénarios, c'est pas les mêmes. Voilà. Dans la base Dryas, il y a 17 couples de GCM-RCM. Donc, les GCM, c'est les modèles climatiques, enfin, les modèles de circulation généraux, donc à l'échelle du globe, qui ont souvent une résolution entre 50 et 300 km. Et les RCM, c'est des modèles climatiques régionaux qui, eux, descendent à une échelle de 12 km. Donc, en fait, il y a une descente d'échelle liée à des paramètres topologiques voilà, des régions dans lesquelles on se trouve. Donc, ici, c'est des couples qui ont été sélectionnés sur la base Eurocordex. Donc, en fait, c'est un groupe de travail qui, à partir des CEMIP, donc d'autres groupes de travail plus internationaux, qui cherchent à regrouper les différents GCM et à les comparer entre eux en sélectionnant ceux qui ont des réponses un peu similaires et qui sont capables de donner un bon aperçu des incertitudes liées aux projections futures, choisit en fait un nombre de modèles à comparer et sur lesquels il travaille. Donc le CEMIP 6 en a quelques-uns, donc il y en a 3 qui sont retrouvés chez Shelsa dans la base Digitalis. Il y en a 5 chez Shelsa, mais plus que 3 dans la base Digitalis. Et pour Dryas, ça se base encore sur des modèles du CEMIP 5, donc c'est des modèles plus anciens, mais qui sont considérés comme correspondant quand même encore relativement bien à ceux du CEMIP 6, donc c'est pour ça qu'ils ont été conservés. Et on va travailler sur le pas de temps mensuel, parce que Dryas permet le pas de temps aussi, le pas de temps quotidien, mais ici, pour pouvoir comparer, ce sera sur le mensuel. Donc déjà, quelque chose qui est intéressant à voir au niveau des températures et des précipitations, c'est que les tendances sont les mêmes pour les deux modèles. Vous pouvez voir, donc les couleurs sont échelonnées de la même manière pour les deux modèles, et on voit qu'en fait, que ce soit pour les températures ou les précipitations, c'est les mêmes zones qui se dégagent, bien sûr plus précises au niveau du pas kilométrique pour Digitalis, qui a un pas de 1 km au lieu de 8. Donc voilà, on voit que les zones les plus chaudes dans le futur, ce seront sans doute le sud-est du parc national, et que là où la pluviométrie restera la plus importante, c'est sur les parties hautes. Voilà. Et on retrouve le modèle un peu du premier groupe, le modèle climatique, où on avait, Théo nous expliquait qu'il y avait la pluviométrie, on le revoit, qu'il y a une rupture entre les différentes zones. Ce qui est intéressant par contre de voir, c'est qu'au niveau des anomalies, donc qu'est-ce qu'une anomalie? Une anomalie, c'est on prend la valeur prédite dans le futur et on la diminue de la valeur actuelle. Donc la période du présent retenue, c'est 2015 à 2024, qui était présente dans les deux bases de données. Donc ça permettait de faire une anomalie qui soit présente dans les deux bases de données. Et donc on voit que les anomalies sont plus importantes pour la température dans la base de données Dryas, et bien sûr qu'elles sont plus uniformes. Parce qu'en fait, comme ça part sur un pas kilométrique plus important, la base Dryas, et du coup, il y a une sorte d'uniformisation des anomalies de température et de précipitation. Quant aux précipitations, on voit que pour le coup, c'est la base Digitalis qui semble prédire des précipitations, une chute de précipitation plus importante. C'est en pourcentage qu'on observe la chute de précipitation. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est le diagramme qu'on vous a mis à droite, qui est en fait une sortie que propose Dryas sur l'emplacement, enfin, dans un diagramme température, évolution de la température, évolution des précipitations, où se retrouvent un peu les modèles à l'échelle de la France. Et donc, vous voyez le rectangle en pointillé, c'est le rectangle de la base Explore 2, donc c'est celle de Dryas, et le grand rectangle non en pointillé, c'est un peu la dispersion des modèles du CEMIP 6, en rappelant que Explore 2, c'est des modèles du CEMIP 5. Et donc, on voit que c'est pas exactement les mêmes répartitions. Donc, il est normal aussi de trouver des différences à ce niveau-là parce que les modèles choisis, et donc la moyenne de ces modèles, parce qu'on fait bien la moyenne de tous les modèles pour avoir ces cartes-là, ne sont pas les mêmes. Mais du coup, c'est intéressant d'articuler les différentes projections pour avoir une vision plus d'ensemble.
Donc, pour récapituler un peu les avantages et limites de ces deux OAD, en fait, ce qui est bien chez Drias, c'est que c'est basé sur de nombreux modèles, donc ça permet de mieux observer les incertitudes liées au modèle, et donc d'avoir une gamme plus large de projections, de mieux observer les différentes réponses qu'il pourrait y avoir dans le futur dû au forçage radiatif. Là où le modèle de Digitalis a un peu moins de modèles, donc cette incertitude est plus dure à prendre en compte. Cependant, Drias, c'est des modèles plus anciens, donc il faut se méfier de cela. Ce qui est intéressant aussi chez Drias, c'est que là, je ne l'ai pas présenté, mais ils intègrent le RCP 45, donc qui sur le long terme est plus plausible que le 85, qui lui ne prend pas en compte les impacts du changement climatique sur les activités humaines. Donc en fait, en 2100, il paraît peu probable qu'on puisse continuer à extraire autant que ce qu'on fait aujourd'hui et à augmenter le forçage radiatif de cette manière. Donc voilà, ça peut être intéressant d'utiliser ces deux sources de données pour regarder un peu différemment les impacts du changement climatique sur le long terme. Voilà, avec la résolution qui joue et aussi les variables qu'on souhaite représenter. Parce que c'est censé être marqué Digitalis tout en bas et pas Drias. Là où Digitalis permet de montrer le bilan hydrique climatique, Drias ne le permet pas, mais Drias par contre peut présenter les précipitations de neige. Bon, il y en aura de moins en moins, mais voilà, des choses comme ça, une différence dans les variables. Et donc, je passe la parole à Céleste. Donc ensuite, on va faire un deuxième groupe de comparaison. On va comparer toujours la base Digitalis, mais avec Oscar cette fois-ci. Donc Oscar, pour le présenter brièvement, c'est un outil qui est développé par l'ONF. Son but, c'est de produire des cartes de sécheresse relative. Donc pour ça se base sur le bilan hydrique climatique. Donc on va comparer tout de suite. Ce bilan hydrique climatique, dans Oscar, derrière, il est modulé par la topographie et des facteurs édaphiques. Donc c'est ça qui permet d'obtenir des cartes dites de sécheresse relative, donc pour un peu cibler les zones de vulnérabilité à la sécheresse dans un endroit. Et ensuite, il y a des cartes de compatibilité des essences qui sont produites à partir de ça. On en parlera plus tard. Mais ici, on va se centrer sur un peu le bilan hydrique climatique, donc qui est comparable avec le bilan hydrique climatique de DigiClimat. C'est pour ça qu'on ne prend pas ici le bilan hydrique climatique modulé par la topographie et les facteurs édaphiques. Donc le bilan hydrique climatique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la précipitation, c'est-à-dire l'eau disponible pour les plantes, moins l'évapotranspiration potentielle, c'est-à-dire les besoins en eau d'une couverture végétale. Donc, il peut être calculé, ce bilan hydrique climatique selon plusieurs méthodes, notamment avec différentes formules d'évapotranspiration potentielle. Donc, c'est une des principales différences entre les BHC d'Oscar et de DigiClimat. C'est le fait que c'est la formule d'Hargreaves qui est utilisée pour Oscar, alors que c'est celle de Turk qui est utilisée pour DigiClimat. Et puis, il y a aussi les bases de données qui sont utilisées, puisqu'Oscar se base sur les données d'Aurélie, donc des données Météo France, alors que DigiClimat se base sur Chelsea, comme l'a dit Brieux précédemment. Donc comme vous pouvez le voir, je ne vais pas m'étendre dessus, mais les formules sont différentes, les facteurs utilisés sont différents également. Ce qu'on peut voir un peu quand on compare les cartes, c'est que globalement les tendances sont identiques, c'est-à-dire qu'on a un bilan hydrique climatique plus élevé au niveau des grands causes, donc dans les zones d'altitude, et puis moins élevé ailleurs. Mais on constate quand même que Oscar est plus contrasté, donc les extrêmes sont plus importants, que ce soit positivement ou négativement. Et si on constate un peu l'écart, donc on fait le BHC de Digi moins le BHC d'Oscar, ce qu'on constate, c'est que principalement, Digi va surestimer le BHC dans les grands causes et le sous-estime dans les hautes Cévennes par rapport à Oscar. Voilà. Après, si on lit un peu de la bibliographie, en général, c'est plutôt la formule d'Hargreaves qui est conseillée dans la biblio par rapport à Turk. Ce qu'on peut conclure là-dessus, c'est pas tellement qu'il y en a un qui est plus juste que l'autre, c'est juste de dire qu'il y a des différences, dans les données et il faut les considérer quand on fait des diagnostics de vulnérabilité. Voilà. Je vais passer la main pour le troisième groupe de comparaison. Donc le troisième groupe de comparaison concerne les OAD qui permettent d'orienter le choix d'essence en fonction de la compatibilité climatique. Donc dans ce groupe, on a Zoom 50, Climessence, DigiSDM et Oscar. Et dans un premier temps, on va regarder la comparaison entre Climessence, DigiSDM et Oscar et on verra par la suite pourquoi Zoom 50 est un peu différent.
Pour présenter ces 3 OAD, donc déjà un OAD de compatibilité climatique, l'objectif, ça va être d'identifier les zones dans lesquelles les essences vont être compatibles en fonction des scénarios futurs. Donc, on s'est concentré sur les scénarios TRAC, SSP 3 7.0 et SSP 5 8.5. Climessence, c'est un outil qui est développé par l'ONF et le CNPF. Les facteurs qu'il prend en compte pour déterminer la compatibilité, c'est le déficit hydrique qui caractérise le manque d'eau, la température minimale annuelle qui caractérise l'excès de froid et la somme des degrés jours annuels qui caractérise le manque de chaleur. Donc c'est un OAD qui est basé sur une base climatique européenne, donc CHELSA, et qui est calibré à l'échelle de l'Europe également. OSCAR, donc comme présenté tout à l'heure, c'est un outil qui est développé par l'ONF. Il prend en compte un bilan hydrique climatique et sa particularité, c'est qu'il intègre également un facteur de topographie locale à partir du modèle numérique de terrain et également l'ARUM. C'est un OAD qui est basé, ce qui est une base climatique, donc c'est la base de Météo France, Aurélie, donc à l'échelle de la France, et son emprise de calibration, c'est la France, à partir des données de l'inventaire forestier national. DJSDM, c'est un OAD qui est développé par l'UMR Silva et qui se base sur les températures annuelles moyennes. Et sa particularité à lui, c'est qu'il intègre plus de variables édaphiques que les autres OAD. Donc le pH, le rapport C sur N, déficit hydrique édaphique, engorgement temporaire et permanent. Comme Oscar, il est calibré à l'échelle de la France, mais il est basé sur une base climatique Digitalis qui intègre des données de CHELSA. Donc, pour illustrer la comparaison entre ces 3 OAD, on a choisi 2 essences. Donc, la première essence, c'est le hêtre. Donc, comment lire ce graphique? Donc, la ligne tout en bas, c'est la compatibilité actuelle. Selon en colonne, on a les 3 OAD. Donc, la ligne tout en bas, c'est aujourd'hui. Et au-dessus, on a des niveaux de réchauffement à l'horizon 2100 qui correspondent aux 3 scénarios. Donc, ici, c'est pour la TRAC, ça correspond à 4 degrés de réchauffement à l'horizon 2100. Au-dessus, on a le SSP moyen qui correspond à 4,8, 4,5 degrés à l'horizon 2100. Et le SSP le plus pessimiste qui correspond à 6,5 degrés de réchauffement. Donc là, je parle du réchauffement à l'échelle de la France. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, pour expliquer les couleurs, donc en vert, c'est que c'est compatible. En rouge, c'est incompatible à 99%. Et sur la colonne de climessence, on remarque qu'il y a une couleur en plus qui correspond à un seuil intermédiaire de 97,5%. Pour le hêtre, on remarque qu'il y a une compatibilité qui se restreint de plus en plus aux zones d'altitude et d'autant plus quand on est dans un scénario qui est plus chaud. Donc, c'est ce à quoi on peut s'attendre, étant donné que c'est une essence qui est sensible à la chaleur. Et on remarque également que DJSDM, donc ça c'est le cas pour le hêtre, mais également pour d'autres essences comme l'épicéa, le sapin et le Douglas. On remarque que DJSDM est plus pessimiste que Oscar et Climessence. Alors comment on peut expliquer ça? On peut regarder du côté des facteurs utilisés. Donc comme évoqué précédemment, DJSDM intègre des variables édaphiques qui ne sont pas inclus dans Oscar et Climessence. Et on peut également expliquer cela en regardant la différence d'estimation des seuils. En effet, les OAD utilisent des seuils de compatibilité qui sont estimés selon différentes méthodes, ce qui pourrait expliquer ce résultat. Le deuxième exemple bien différent, c'est le cas du pain maritime. Donc là, on observe que au contraire, on a une essence qui gagne du terrain et en particulier dans les zones où elle n'est pas actuellement présente aujourd'hui, donc en altitude. C'est un comportement qu'on attend d'une espèce qui est méridionale et donc qui aujourd'hui est limitée par le froid en altitude. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que Oscar produit un résultat qui est différent nettement de DJSDM et Climessence, avec pas de zone d'incompatibilité en altitude.
Et comment on peut expliquer ça? Eh bien, en fait, Oscar ne prend pas en compte la limite de froid des essences dans sa conception pour évaluer la compatibilité. Donc maintenant, on va passer à l'OAD Zoom 50, qui correspond aussi à un OAD de compatibilité climatique des essences, mais qui est mis à part puisqu'il est à une autre échelle. En effet, Zoom 50, c'est une descente d'échelle de Climessence, donc c'est aussi un outil de l'ONF. Il va prendre en compte des données climatiques, mais aussi une cartographie des rhumes, et c'est en ça qu'il est différent de Climessence. Il permet un ensemble de résultats assez large, mais ici, on va s'intéresser uniquement à la compatibilité du déficit hydrique annuel par essence. Donc, dans un premier temps, on a essayé de l'utiliser à large échelle. Pour cela, il faut avoir une carte de rhume qui est pas trop précise, c'est-à-dire qui n'a pas une résolution trop fine. Comme ici, c'est le cas de la base de données Digitalis qui a un pas de 1 km. Donc, on peut le faire tourner, mais à la fin, les résultats sont très similaires à ceux de Climessence. Donc, ça n'a pas forcément un intérêt particulier. Ça montre que Zoom 50 est similaire à Climessence sur cette échelle. De plus, on observe que comme on est en compatibilité de déficit hydrique, la limite de froid n'est pas prise en compte, comme on peut le voir sur le pain maritime, qui est compatible sur l'ensemble de la carte, à la manière de Oscar, comme présenté par Mathéo juste avant. Donc, après Zoom 50, on l'a donc utilisé à petite échelle, l'échelle à laquelle il a été conçu. Ici, on est à l'échelle du Mont Aigoual. On a choisi le Mont Aigoual du fait de la disponibilité des données dans nos jeux de données. Donc ici, on va comparer les sorties de Zoom 50 en fonction de la cartographie de la rhume qu'on lui donne en entrée. On a deux méthodes de calcul de rhume différents. Un calculé à partir de la méthode utilisée par Jean-Michel Boissier, donc à Latarière, et une autre utilisée par notre projet GMN, donc au fer à béton. Ça fait écho aux résultats, enfin aux méthodes présentées par le groupe 2 précédemment. Ici, pour que vous puissiez mieux apprécier les cartes, Zoom 50 a des sorties qui sont en incompatibilité en fonction des scénarios climatiques. Plus c'est rouge foncé, plus c'est incompatible à des scénarios bas, c'est-à-dire que plus 4, voire même jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on tend vers le jaune, ça veut dire que c'est compatible jusqu'à 4,8, plus 4,8, mais ça devient incompatible à 6,5. Et vert, ça veut dire que ce serait compatible à tous les scénarios. Ici, ce qui ressort en comparant ces deux cartes, c'est que effectivement, Zoom 50 est assez sensible à la carte de rhume qu'on lui donne, et notamment à la méthode de mesure de la profondeur du sol. Ici, on voit bien que pour le hêtre, entre les données GMN, la carte est plus ou moins beaucoup plus jaune, on va dire, que celle avec les données de Jean-Michel Boissier, donc qui est plus rouge-orange. C'est d'autant plus déterminant pour des essences comme le hêtre qui sont potentiellement en limite et qui sont assez sensibles à la rhume, où du coup une augmentation de la rhume va les faire très vite basculer d'un côté ou de l'autre entre incompatible ou non, incompatible à des scénarios futurs très probables. Dans un second temps, on a cherché à comparer Zoom 50 et Oscar, Oscar est aussi un OAD qu'on peut utiliser à fine échelle. On a conservé donc Zoom 50 utilisé avec la rhume fer à béton dans le cadre de notre projet. Ce qui ressort de cette comparaison, c'est que Oscar et Zoom 50 ont plus ou moins une même dynamique de résultats, ce qui est assez, ce qui n'était pas gagné au vu du fait que ce sont des OAD différents. De plus, on observe que Oscar est plus positif que Zoom 50 en règle générale, et ça, on a pu l'expliquer par le fait d'un effet seuil. C'est un seuil, le seuil de 99% utilisé par Oscar est différent de celui de Zoom 50 qui est de 97,5. Lorsqu'on utilise un seuil de 99 pour Zoom 50, alors Zoom 50 a des résultats assez similaires à Oscar. Ce sont des seuils statistiques qui correspondent à la taille de population prise en compte pour déterminer la compatibilité. C'est des seuils qui n'ont pas vraiment de sens écologique et qui sont à prendre avec des pincettes. Et donc voilà. De plus, on observe que Oscar a la particularité de prendre en compte la topographie, et on le voit lorsqu'on voit ces cartes. Ici, on voit très nettement sur les cartes de Oscar une alternance jaune-rouge qui correspond à une alternance d'exposition nord-sud, ce qu'on voit beaucoup moins sur Zoom 50. Voilà, donc ça c'était pour la partie Zoom 50 et compatibilité des essences, et on enchaîne avec une synthèse sur cette partie.
Voilà, donc une fois qu'on a étudié un peu ces 4 principaux OAD de compatibilité climatique des essences, on a essayé un peu de synthétiser les résultats. Donc ici, on a synthétisé avec 3 OAD, puisqu'on a vu que à l'échelle du parc, Climessence et Zoom 50 avaient des résultats similaires et Climessence était même un peu plus pertinent du fait du seuil froid. Donc on a en fait utilisé ces 3 OAD principaux et pour chaque pixel, on lui a donné une note. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un OAD estime l'essence compatible sur un pixel, la note prend un point supplémentaire. Donc à la fin, chaque pixel est noté sur 3. Si il a 3 sur 3, ben, c'est que tous les OAD estiment que sur ce pixel, l'essence est compatible. Et puis si 0, eh ben, c'est que tous estiment que l'essence n'allait pas. Il y a des 0,5 qui sont dus au fait que Climessence a 3 classes, c'est-à-dire l'essence n'est pas compatible. L'essence est compatible à 97,5%, donc on a parlé des seuils statistiques précédemment. Ça veut dire un constat un peu plus nuancé, ou alors l'essence est compatible à 99%. Donc là, on estime que c'est compatible. Donc ensuite, on a donc fait ces cartes pour chacune des essences et on l'a fait pour un scénario donné. Donc ici, la track, c'est-à-dire plus 4 degrés. Donc ce qu'on constate déjà, c'est plutôt des dynamiques similaires pour les OAD, enfin les 3 OAD, puisqu'on a beaucoup soit de rouge très franc, c'est-à-dire de 0, soit de vert très franc, c'est-à-dire de 3. Donc déjà, il y a des larges zones sur lesquelles les OAD sont d'accord, donc notamment sur le constat un peu triste qu'on peut faire pour l'épicéa, le sapin et puis le hêtre, c'est que sur une large partie du parc, les 3 OAD le condamnent. Enfin les condamne en l'occurrence, bon, sauf sur le mont Lozère où il y a vraisemblablement une zone qui reste compatible pour le hêtre. Mais voilà, globalement, le constat est pas super réjouissant. Pour ce qui est du pin maritime, il y a une compatibilité qui est plutôt largement constatée. Pareil, toujours sauf sur le mont Lozère, dû à la limite de froid. Et puis ensuite, on va dire que là où le constat est le plus nuancé, ça va être pour le pin sylvestre, où on a une zone de franche compatibilité au niveau du mont Lozère, une zone de franche incompatibilité au niveau du sud de la zone méditerranéenne, mais sur le reste du parc, eh ben, les OAD sont pas toujours d'accord entre eux. Donc là, on a une plus forte incertitude. De la même façon que pour le chêne pubescent, notamment en zone méditerranéenne, il y a un peu plus d'incertitude. Voilà pour cette synthèse. On va passer au groupe 4 de comparaison. Voilà, donc ensuite, le groupe suivant d'OAD qu'on a décidé de comparer, c'est les OAD qui concernent l'état sanitaire des peuplements. Parmi ce groupe, on a donc les modèles de dépérissement du groupe 3, qui sont donc des modèles de prévision de dépérissement des peuplements. Et ensuite, on a deux modèles, donc FORDED et Dépéris, qui, eux, concernent un diagnostic de l'état sanitaire des peuplements. Voilà. Alors donc parmi Dépéris et FORDED, donc Dépéris, je vais pas trop m'étendre dessus puisqu'il a été très bien expliqué par le groupe 3. Mais c'est un OAD qui permet de faire un diagnostic de l'état sanitaire des peuplements avec des données de terrain. Donc voilà, ici sur la carte, il s'agit de la carte de l'état sanitaire de l'épicéa. L'idée, c'était de comparer justement cette carte avec le modèle FORDED. Donc, le modèle FORDED, c'est un modèle qui se base sur des images satellites et qui détecte des anomalies sur des petits pixels de 10 mètres par 10 mètres. À partir de 3 anomalies consécutives, le pixel est considéré comme étant en anomalie. Donc on voit là sur la carte de droite, les zones qui sont en blanc, ce sont des zones qui ont été détectées par le modèle comme étant des anomalies. Mais en fait, si on regarde sur la carte la deuxième carte de la grande carte de droite, en fait, on voit que ce sont des zones de coupe. Voilà. Donc en fait, le modèle détecte les coupes, détecte les éclaircissements, etc. Donc, ce modèle peut être très utile, mais en l'état, déjà, si on ne possède pas les couches d'endroits où il y a eu des coupes ou des éclaircissements, etc., en fait, ça ne permet pas de détecter des zones de dépérissement qui sont liées au changement climatique. Voilà. Néanmoins, ce modèle pourrait être utile à l'avenir s'il y a de plus forts dépérissements d'épicéa, avec des grosses zones qui pourraient être détectées, et si on a les couches dont j'étais en train de parler. Donc voilà, mais j'aimerais aussi faire une petite mention au projet Réconfort qui vise à faire un petit peu comme FORDED, mais en se basant aussi sur des données de terrain pour calibrer le modèle et qui s'applique notamment aux châtaigniers
et au pin sylvestre. Donc il pourra être utile à l'avenir, il est en cours de développement. Mais voilà, il faudra suivre un petit peu son développement et peut-être qu'il pourra être utile à l'avenir, sachant que ces deux essences sont très présentes sur le parc. Voilà. Et enfin, donc le troisième OAD d'état sanitaire, donc lui aussi, hein, il a très bien été expliqué par le groupe 3 puisqu'il a été fait par le groupe 3. Donc on a décidé de le mettre dans la partie état sanitaire de peuplement. Il est différent des OAD de compatibilité climatique puisqu'il détecte justement, enfin il prévoit une probabilité de dépérissement et non pas une compatibilité climatique. Et il est original puisqu'il prend en compte l'habituation aux événements extrêmes, comparé à d'autres OAD, ce qui peut être donc très pratique. Voilà. Mais il n'est pas comparable avec les autres modèles dont on a parlé juste avant, puisqu'il concerne un état futur et non pas un état actuel. Voilà. Et je vais passer la parole à Alice. On va parler du 5e groupe de comparaison qui concerne les OAD de dynamique forestière. Et dans ce groupe, on a sélectionné un OAD par manque de temps et de moyens. Et donc, c'est un OAD qui s'appelle FORO et qui est un peu différent des OAD précédents puisque c'est un modèle mécaniste, contrairement aux autres modèles précédents qui étaient plutôt empiristes ou hybrides. Donc, FORO, c'est un modèle de dynamique forestière, donc il simule la surface terrière des arbres. Donc ici, ce sera de 2001 à 2100. En fait, c'est un regroupement de 3 modèles. Donc du modèle Forceps qui simule la compétition pour la lumière, du modèle Suro qui simule le fonctionnement hydraulique des arbres et du modèle Phénophyte qui simule la régénération. À partir des résultats, donc on a pris les surfaces terrières que nous donnait ce modèle de 2001 à 2100 pour le scénario SSP 5.8.5 et le scénario Business as Usual qui simule une gestion forestière qui est à peu près la même que celle qui est réalisée actuellement. Et on a calculé une évolution de la surface terrière par rapport à la surface terrière initiale par essence et par placette. Donc il faut savoir que les placettes, en fait, elles correspondent à une sélection de placettes de l'inventaire forestier national. Et ensuite, on a représenté donc les cartes de surface terrière sur le parc national des Cévennes en interpolant les résultats donc pour 2100. On peut voir que globalement, cette OAD est plutôt positive par rapport aux autres, puisque pour le sapin, le hêtre, l'épicéa et le chêne pubescent, on observe quasiment aucune évolution de la surface terrière en 2100, à part peut-être une légère remontée du chêne pubescent. Ensuite, pour le pin noir, le pin sylvestre et le Douglas, on observe même une légère croissance, donc de 1 à 10% de la surface terrière. Ce qui est assez surprenant vu des autres résultats. Il faut faire attention parce que ces cartes, elles sont pas mises en relation avec la distribution des essences. Donc il faudrait le faire pour bien pouvoir analyser les résultats. Aussi, il faut prendre ces résultats avec précaution puisque donc les modèles mécanistes sont encore ils sont en développement et ils présentent de fortes incertitudes et les données, en fait, ne collent pas toujours très bien à la réalité. Donc, mais ce sont des OAD en cours de développement. Et on va pouvoir passer à la dernière partie. Alors, on va pouvoir comparer dans cette partie les OAD interfamilles pour faire une synthèse par essence. Ici, on va commencer par comparer FORO à la synthèse de vulnérabilité qu'on avait vue par avant avec les OAD qui étaient basés sur l'aire de distribution des essences, donc
Oscar, Climessence et DGSDM. Donc on peut voir qu'il y a quelques similitudes, par exemple, enfin quelques cohérences, on va dire, plutôt pour le pin sylvestre, donc avec plutôt une augmentation légère de la surface terrière et donc la synthèse de vulnérabilité qui indique que c'est plutôt favorable pour le pin sylvestre, et pour le chêne pubescent éventuellement donc la partie nord-est qui serait un peu moins favorable, ouais, une légère décroissance de la surface terrière. Mais globalement, donc les résultats sont très incohérents puisque le hêtre, l'épicéa et le sapin ne voient aucune évolution de la surface terrière alors qu'ils sont notés très vulnérables par les autres OAD. Donc c'est toujours à mettre. Enfin, ça indique bien que donc les modèles mécanistes présentent de fortes incertitudes, ils collent pas forcément avec le reste, mais c'est pas forcément des modèles à jeter à la poubelle puisqu'ils sont en amélioration constante, et ils incitent aussi à prendre avec précaution les autres OAD qui ne reflèteraient pas forcément la réalité, et notamment qui ne modéliseraient peut-être pas bien la réaction des essences à des futurs climats qui n'existeraient pas actuellement. Ensuite, une autre comparaison qu'on peut faire, c'est la comparaison des modèles du groupe 3, j'ai mis du Moodle, mais c'est des modèles, avec donc les 3 modèles Climessence, SDM et Oscar, qui sont donc des modèles de compatibilité climatique. Donc là, on a mis à gauche les cartes du modèle du groupe 3, donc pour les exemples du sapin et du chêne pubescent. Et ensuite, à droite, les cartes pour Oscar, SDM et Climessence, sachant que c'est toujours pour le même scénario climatique, donc le scénario SSP 3 7.0. Et donc, même si ce sont deux types d'OAD différents, hein, le premier, c'est une probabilité de dépérissement, et le deuxième, c'est une compatibilité climatique, il est énormément intéressant de comparer les deux en termes de tendance. Et donc, on peut observer des fois quelques petites différences. La première, qui est assez notable, donc pour l'exemple, par exemple, pour l'exemple du sapin ou d'autres espèces, des fois le modèle peut sembler un peu les modèles du groupe 3 peuvent sembler plus optimistes que les modèles de compatibilité climatique. Et donc, ce serait potentiellement dû à une acclimatation des essences qui fait qu'il y a un décalage entre le dépérissement et la compatibilité climatique des essences. Et le deuxième cas, la deuxième différence qu'on peut observer des fois, c'est donc ici on a repris le cas du chêne pubescent, où donc pour le modèle du groupe 3, il y a un plus fort dépérissement dans la partie ouest, donc dans la partie plus froide. Ceci, alors on en a discuté un petit peu avant, ça peut être dû au fait que ces zones sont moins habituées au stress, et donc elles sont plus sensibles aux variations de température et précipitation, etc. Cependant, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, on en a discuté, ce modèle ne prend en compte justement que ce paramètre, et s'il y avait d'autres paramètres pris en compte dans le modèle, la carte serait sans doute différente. Mais la tendance serait peut-être quand même un petit peu la même. Voilà pour cette partie. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les deux types d'OAD sont différents, les deux sorties sont différentes, mais les deux types d'OAD peuvent être utiles à coupler entre eux pour prendre des décisions. Voilà. Donc pour faire le bilan sur cette grande partie, donc si on regarde par famille, les OAD basés sur le climat uniquement, donc la tendance c'est que le climat est plus vulnérable au sud-est du parc, donc on observe des anomalies de précipitation et de température plus importantes. Si on compare avec les OAD basés sur la distribution des essences, c'est des résultats qui correspondent donc aux zones où l'incompatibilité augmente pour la majorité des essences, sauf quelques essences méridionales. Ensuite, si on regarde les OAD qui sont basés sur des variables stationnelles, donc cela met en évidence donc une zone diagonale qui correspond à la zone des Hautes-Cévennes, où le bilan hydrique climatique sera plus favorable à la majorité des essences à l'avenir.
Donc ça correspond, si on regarde les modèles de distribution d'essence, ça correspond aux zones de maintien de compatibilité pour la plupart des essences. Maintenant, si on regarde les OAD qui sont basés sur l'état sanitaire des essences, on observe aujourd'hui, donc si on regarde les modèles FORDED et le modèle, j'ai oublié, dépérisse, merci, on observe peu de dépérissement, sauf pour le châtaignier et le chêne vert. Mais si on regarde maintenant le modèle du groupe 3 qui modélise le dépérissement, on observe qu'il sera prévu un dépérissement accru à l'avenir pour toutes les essences. C'est un résultat qui est différent. On observe des cartes qui sont différentes avec les OAD basées sur la distribution des essences parce que les pas de temps sont pas les mêmes et il y a un décalage entre la mortalité observée et les modèles de distribution. Enfin, le groupe qui est basé, la famille qui est basée sur les processus physiologiques de l'arbre, donc qui correspond à l'OAD FORO. Donc, on a des résultats qui sont très différents des autres OAD, des autres familles d'OAD en général, et qui sont à prendre avec prudence, avec recul. C'est des OAD qui bénéficient d'une recherche active en ce moment et ils pourront être pertinents, intégrés peut-être dans le futur avec une augmentation de la performance de ces OAD. Actuellement, c'est difficile avec un manque de recul et un manque de documentation. Donc, si on veut dégager 4 conclusions de notre travail, donc c'est qu'il y a un lien partiel entre les OAD basés sur la distribution des essences et les autres, que chaque famille a ses limites et ses avantages à prendre en compte, donc entre familles il y a des différences importantes, mais qu'au sein d'une famille il y a quand même une homogénéité qui se dégage et s'il existe des différences, par exemple entre JSDM et Climessence ou Oscar, on peut réaliser des cartes de synthèse qui produisent des résultats globaux. Et donc, au final, comme entre les familles, il y a des résultats qui sont différents, c'est important de mettre en parallèle les différentes familles pour orienter les décisions dans le choix des essences pour la gestion forestière. Et également, c'est pas écrit ici, mais on peut souligner les limites qui sont générales à l'utilisation des OAD en général, comme par exemple le fait que la plupart des OAD ne prennent pas en compte l'acclimatation des essences, donc le fait que des essences peuvent s'adapter au changement climatique, et également le fait qu'aucun des OAD aujourd'hui ne prend en compte l'augmentation en fréquence et en intensité des événements extrêmes. Voilà, donc ce sont quand même des outils à prendre avec prudence, avec un regard critique et à intégrer avec les connaissances de terrain également des gens qui se posent ces questions. Merci pour votre attention. On peut passer à la partie questions. Donc là, c'est beaucoup de trucs à dire. Temps, je pense. Vas-y, Noé. Pardon. Ouais, peut-être une remarque de mon côté. Excuse-moi, Baptiste. Il y a un aspect qui est important quand même dans la partie dépérissement de modèle de dépérissement. C'est pas du tout un reproche, hein, vous comprendrez bien, et que vous pouvez pas prendre en compte dans de la modélisation à l'avenir en fait. Et on l'observe bien avec les dépérissements qu'on observe actuellement, notamment sur les PCA, c'est en fait la partie biotique pour laquelle vous n'avez pas les billes, et c'est bien normal, on peut pas deviner ce qui va se passer à l'avenir en termes de dépérissement. Et donc ça, enfin voilà, c'est un paramètre que vous pouvez pas prendre en compte et qui est malgré tout super important pour comprendre le dépérissement. Bon, voilà, concrètement, s'il commence à y avoir du scolite un peu dans tous les sens sur le massif des Cévennes, ça risque d'augmenter un peu par rapport à ce qui est prévu. Si le nématode du pin arrive sur le pin noir ou sur le pin sylvestre, c'est pareil, ça risque de causer des légers changements. Donc en fait, c'est vrai que moi j'aurais tendance à avoir un regard encore plus prudent. Alors déjà, il faut être prudent avec tous les OAD, mais un regard encore plus prudent sur les OAD de vulnérabilité, enfin de probabilité de dépérissement que sur les OAD compatibilité climatique. Puisqu'en fait, on essaie d'estimer du dépérissement, mais il nous manque des variables qui sont vraiment hyper importantes et qui changent à vraiment très court terme, notamment la variable biotique qui, je pense, est la plus importante, et ensuite des variables qui sont des fois assez importantes, notamment sylviculture, tassement du sol,
retard d'éclaircie, ce genre de choses. Voilà, c'était une petite remarque là-dessus. Oui, je vois qu'il y a une main qui est levée. Oui, donc département santé des nouveaux à nouveau. Pour aller un peu dans le même sens de ce qui vient d'être dit, dans les un peu les limites inévitables, je pense que on est sur une zone un peu de transition entre une zone, ça s'est vu tout au long des présentations du méditerranéen et du montagnard. Et donc, on a des essences de montagne, mais qui ont été exposées à des conditions peut-être un peu différentes de ce à quoi elles sont exposées à l'échelle nationale. Et je pense qu'on a des sous-populations ou des espèces un peu adaptées à certains changements par rapport à des modèles calibrés à l'échelle nationale ou même européenne que vous avez pu montrer. Je pense que ça peut expliquer des fois certains écarts qui sont observés. En tout cas, ça participe aux pincettes qu'on peut prendre avec les facteurs biotiques, surtout sur un secteur comme ça, sur une descente d'échelle de modèles nationaux ou internationaux, en plus dans une zone de transition avec peut-être des micro-adaptations. Voilà, c'était pour rebondir sur cet aspect-là. Ça marche, merci. On va retenir côté parc cette note d'optimisme en espérant un peu que ce qui vient d'être dit pourra se vérifier. Moi, j'avais deux petites questions. Vous avez évoqué que Oscar est un modèle et Zoom 50 aussi qui se base sur la rhume. Mais du coup, je me demandais quelles données de rhume, parce que bon, là, vous l'avez fait tourner avec des rhumes que vous avez mesurées, etc. Mais sinon, c'est, j'imagine, des cartes établies elles-mêmes à partir de modèles, et on a vu avec le groupe numéro 2 qu'il y avait pas mal d'incertitudes liées par la difficulté de modéliser la rhume. Du coup, ça m'interrogeait quand même pas mal. Je sais pas si vous voulez répondre, s'il y a une réponse à ça avant que je pose une deuxième question. Tout à fait. Alors le modèle de rhume qui est utilisé dans Oscar, c'est un modèle produit par l'INRAE en 2022. Qui en fait modélise la rhume à la résolution 90 mètres. Donc bien sûr, c'est encore un modèle de plus, donc une incertitude de plus, et surtout sur une donnée dont on a vu qu'elle était difficile à modéliser. Donc ça, c'est sûr que c'est une limite, d'autant qu'Oscar a la particularité d'être basé sur une relation entre les facteurs qui est déterminée de façon assez empirique. En fait, c'est des notes qui sont données et qui viennent moduler le bilan hydrique climatique. On pourra en parler un peu plus en détail dans le rapport écrit qu'on vous enverra. Mais voilà, oui, c'est sûr que Oscar a quelques limites de ce point de vue-là, notamment sur la façon dont les facteurs sont agencés entre eux. C'est un fait. Il faut prendre ça avec des pincettes. J'avais encore deux petits points. Alors, vous avez attisé ma curiosité aussi. À un moment, il y a une phrase qui était dite sur les différences de méthode entre les OAD sur la définition des seuils de compatibilité à 99%. Et donc, voilà, peut-être pas forcément que vous détailliez là, mais voilà, ça m'intéresse aussi. Et je pense que ça peut être bien d'expliquer, parce que c'est pas très intuitif quand on parle de seuil de compatibilité à 97,5% ou à 99%. Ça veut dire quoi concrètement? Je pense qu'il faudra bien prendre le soin de l'expliquer, et s'il y a des différences entre les OAD, de les détailler aussi. Et dernier petit point, alors ça c'est de la compréhension, mais j'ai trouvé la fin là, sur les modèles mécanistes intéressants. Notamment parce qu'ils apportent des choses très différentes, même si on est conscient aussi que c'est quelque chose qui en est qu'à ses débuts, si j'ai bien compris. Par contre, j'ai pas compris de façon assez terre à terre le lien, enfin l'approche basée sur la surface terrière. Parce que quand on dit plus 100%, plus 10% de surface terrière, de façon un peu provocante, j'avais presque envie de dire, on s'en fout, et c'est pas forcément révélateur d'une survie, d'un maintien ou d'un dépérissement de l'essence. Donc, il y a peut-être quelque chose que j'ai raté là-dessus, et je serais preneur d'un peu plus d'explications. Peut-être qu'on va répondre aux questions dans l'ordre. Donc, on va commencer par répondre à la question sur les seuils, et après, on parlera de Foro plus en détail.
Donc, pour Ouais, ce qui est merci. sur les seuils, il faut imaginer que pour ce qui est de Climessence, Oscar, Zoom 50, c'est des OAD qui vont prendre des relevés qui sont à l'échelle européenne ou française en fonction des OAD et qui vont observer les populations à cette échelle. Et après, au moment de déterminer ces populations, est-ce qu'elles sont dans leur en quoi les zones où sont ces populations correspondent aux conditions climatiques adaptées à cette essence, il faut placer un seuil. C'est-à-dire on part de l'hypothèse que le sapin, aujourd'hui, il n'est pas systématiquement en station, on pourrait dire. Et donc, on place un seuil à partir duquel on estime que la population est oui ou non en station. Et donc, par exemple, pour ce qui est du seuil de 99%, ça veut dire que sur la population, qu'on échantillonne, enfin, qu'on place selon un gradient comme celui du déficit hydrique, on va prendre 99% de la population et à 99%, on aura le seuil de déficit hydrique associé qui sera le seuil déterminant pour savoir si l'essence est en station ou non. Et donc ce seuil, il est complètement statistique et il pourrait être de 97,5, c'est-à-dire un peu plus haut, donc un peu plus strict. Et du coup, propose comme on l'a vu sur Zoom 50, du coup, peut être plus strict que des seuils à 99%. Voilà, je ne sais pas si c'était plus clair comme ça. Ouais. Mais c'est-à-dire que quand vous parliez de différences de méthodos, c'est juste des différences de seuil ou c'est des différences d'enveloppe géographique ou c'est des différences de modalités de calcul des seuils? C'est ça que j'ai pas bien compris. C'est dans la phrase qui a été dite, alors peut-être que c'était juste une question de formulation, mais ouais, à l'échelle de Zoom 50, c'est la valeur. C'est la même méthode, mais juste la valeur choisie, 99 ou 97, n'est pas la même. Et aussi, je rajouterais que en fonction des OAD, en fait, c'est le facteur utilisé qui est différent. Donc, il y en a certains qui vont utiliser le bilan hydrique climatique et estimer le seuil de ce facteur et puis le projeter dans les modèles. Il y en a certains qui vont utiliser le déficit hydrique, etc., etc. Donc, en fait, il y a ça aussi qui va changer. Quelle valeur on considère comme structurante pour estimer la compatibilité d'une essence à un climat? Eh oui, bien sûr. Ok, merci. Et juste dans la même idée, concernant donc les différences de méthode pour élaborer les seuils, donc pour ce qui est de DGSDM, la méthode statistique, c'est utiliser donc une courbe ROC et déterminer le seuil optimal à partir d'une courbe ROC. Et pour Climessence et Oscar, ça va être plutôt donc des centiles, donc à 99% ou 97,5%. Donc de ce côté-là, on a des différences aussi au niveau de la méthode statistique utilisée pour caler les seuils. Ok, merci. Voilà, et si ça répond bien à votre question, on peut passer à la question sur les modèles mécanistes. En fait, la surface terrière, elle permet c'est une modélisation de la surface, de l'augmentation ou de la diminution de la surface terrière. Et donc c'est à partir de plusieurs modèles qui dépendent du climat. Enfin, en fait, du coup, une augmentation de la surface terrière, ça aurait plutôt tendance à indiquer que le climat est favorable à l'essence. Après, ça pourrait avoir d'autres raisons enfin, comme ça modélise aussi la compétition, il peut y avoir plusieurs raisons qui expliquent une augmentation ou une diminution de la surface terrière. Mais en fait, par exemple, le modèle Foro, il comprend un modèle qui s'appelle Suro qui modélise le fonctionnement hydraulique de l'arbre. Et l'idée à la base de Suro, c'était, par exemple, donc s'il y a une rupture de la colonne d'eau dans l'arbre à cause des sécheresses, ça va modéliser le dépérissement en fait. Et donc c'était l'idée à la base de Suro, et Faro combine d'autres facteurs qui modélisent la croissance ou le dépérissement de l'arbre en lien avec le changement climatique. Donc la surface terrière en tant que telle, qu'elle croît ou qu'elle diminue, c'est peut-être pas ça le plus important, mais ça va pouvoir peut-être à terme modéliser la répartition de l'espèce et les zones où la surface terrière va complètement décroître. On peut se dire que ce sont des zones très vulnérables pour l'espèce et peut-être découvrir d'autres zones qui seront plus favorables avec des climats nouveaux. Je ne sais pas si je réponds très bien à la question, mais c'est un peu l'idée. Mais ok, ouais, je comprends un peu mieux le lien, même si c'est. En tout cas, c'est super intéressant ce travail de fouille très approfondi sur les différentes vallées. Donc là, on en a pris un peu plein la face. Il va falloir prendre le temps de digérer tout ça. Mais c'est super. Merci.
J'en profite juste pour réagir à la remarque de Baptiste là au départ sur les phénomènes biotiques. Donc c'est tout à fait exact. Hein. Ouais, je peux me mettre là si vous voulez. Donc c'est tout à fait exact. C'est important on ne peut pas prendre en compte les phénomènes biotiques dans des modèles de mortalité. Alors c'est sûr que quand on annonce un avenir florissant pour le plan maritime, mais si le nématode arrive, ça peut changer complètement la donne, évidemment. Je voudrais juste souligner deux petites choses là qui sont importantes. Alors ces phénomènes biotiques, quand ils sont déjà présents sur place, ils sont indirectement perçus par les modèles, indirectement dans le sens où ils sont souvent liés à des variables climatiques. Donc il y a quand même une petite part, à condition qu'ils soient déjà là, qui est intégrée dans ces modèles. Et ensuite, je voulais dire que c'était normal que les modèles basés plus sur l'état sanitaire, dont fait partie Biokimsol, qui n'a pas pu être testé par manque de disponibilité, mais donc c'est une famille assez large de modèles, c'est assez normal qu'ils donnent des résultats complètement différents des modèles qui sont basés sur les aires de distribution d'espèces, parce qu'il y a plein d'hypothèses vraiment très différentes, on ne peut pas tout développer maintenant ici, mais les modèles basés sur les aires de distribution sont basés sur la niche réalisée. La niche fondamentale de l'espèce où elle peut survivre peut être assez différente, et il y a plein de différences. Donc quand on modélise le dépérissement, on voit que les facteurs prépondérants, c'est des facteurs liés au peuplement, qui ne sont pas du tout pris en compte dans les approches de modèles de distribution, et on observe de plus en plus d'effets d'acclimatation ou alors de sursensibilité au peuplement dans des endroits où ils étaient habitués à des conditions favorables et où il y a des événements extrêmes défavorables. Et tous ces facteurs-là sont pas pris en compte dans les modèles basés sur la distribution des espèces. Donc c'est des familles qui ont toutes des approches différentes, avec des avantages, des inconvénients qui sont complémentaires et qu'il faut confronter, mais ces différences entre approches, ils étaient attendus au départ. Je rebondirai en disant il y a les aspects biotiques, il y a les aspects, Noé tout à l'heure, tu as évoqué les tassements de sol, il y a les aspects humains, hein, c'est gestion sylvicole, sylvofaciès, etc., historique de gestion. On a parlé avec ma voisine tout à l'heure, je pense qu'un des facteurs aussi importants dont on a bien du mal à mesurer, mais c'est le mélange d'essence, j'imagine. On a tendance à imaginer que ça a une influence, même si on a du mal à la mesurer. Je sais pas s'il y a eu des travaux là-dessus déjà qui peuvent apporter des réponses, mais voilà, c'est vrai qu'on pense un peu immédiatement à plein de choses comme ça, la qualité des sols. En Cévennes, on est sur grosse partie des peuplements aussi en première ou deuxième génération. Donc on se dit que tout ça a forcément un impact qu'on connaît mal aujourd'hui et qui sont forcément difficilement pris en compte. Et j'imagine qu'il y a pas mal de recherches sur le sujet aussi et que dans les prochaines années, ça évoluera. Et oui, tout à fait. C'est un sujet qui est largement pris en charge. D'ailleurs, au sein de l'UMR Sylva, il y a des étudiants et des thésards qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, peut-être qu'à l'avenir, il y aura plus de résultats. Mais à présent, est-ce que ça vous convient si on arrête pour la partie questions, pour la partie OAD, pour passer au groupe RTM, qui est donc le parti risque, le dernier groupe de cette présentation? Personne s'oppose? Non, bien sûr, on a failli les oublier.